Bonjour tout le monde. Donc, dans cette séance d'études, on va commencer le premier exercice sur la méthode de rotation. Donc, c'est comme vous avez fait en cours, la méthode de rotation, c'est l'une des méthodes pour la résolution des problèmes de structure état statique. Donc, c'est comme la méthode des trois moments ou la méthode de force, qu'on a déjà entamé auparavant. Bien sûr, la méthode de rotation a des spécifiques. Avant de commencer, si vous permettez, on va commencer par la méthodologie. Avant d'entamer l'exercice, on va commencer par la méthodologie à suivre dans la méthode de rotation. Donc, c'est comme nous avons fait dans la méthode de force. Nous avons quelques points à suivre. Donc, la méthodologie à suivre dans la méthode de rotation. Bien sûr, on commence comme nous avons fait dans la méthode de force. On commence par quoi? On commence par l'analyse de la structure. Bien sûr, pour l'analyse de la structure, pour le calcul du nombre d'inconnus, en utilisant la méthode de rotation ou la méthode de déformation. C'est plus ou moins spécifique. Donc, le degré H, et en utilisant la méthode de rotation, il est plus ou moins spécifique par rapport aux autres méthodes. Donc, quand vous voyez le nombre d'inconnus total, égal à quoi? En utilisant la méthode de rotation. N phi. N phi, c'est quoi réellement? C'est le nombre de nœuds que vous avez. Je vous donne un exemple, par exemple. Dans ce cas, allez, comme vous voyez là, j'ai deux nœuds. Bien sûr, des nœuds rigides. Ok, dans ce cas, nœud rigide, j'ai deux. Donc, un phi, comme vous voyez, égal à 2. Vous avez compris. Soit disant, j'ajoute une deuxième trame. Dans ce cas, j'ai 3. Vous avez compris la différence. Donc, réellement, c'est ça un phi. Ça veut dire quoi un phi? Dépend des rotations. Dépend de ce que vous avez fait, des rotations au niveau des nœuds rigides. Ok? Dans ce cas, nous avons trois rotations, comme vous voyez là, au niveau de nœud. Donc, un phi égale à 3. Maintenant, donc, un phi, c'est le nombre de nœuds rigides de la structure donnée. Maintenant, pour un delta, s'il vous plaît. Un delta, réellement, c'est quoi? C'est le degré de liberté de la structure obtenu en remplaçant dans la structure les nœuds et les encasquements partis par des articulations. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Et réellement, c'est quoi? Un delta, comme j'ai expliqué, égale le nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté égale à quoi? Égale à Moi, l'inverse. Moi, très très bien. Égale moins h, égale à l'inverse de h. Donc, comme on sait tous que h égale à combien, s'il vous plaît? Égale à l. On va mettre l minuscule si vous voulez. Plus 2a. Très bien. Plus quoi? Plus 3R, moins 3. 3B. Très bien. Moins 3b, comme vous voyez. Donc, le fait que L égale moins H, ça veut dire quoi? L égale à quoi? Égale 3 plus, bien sûr, 3 plus TB, très bien, moins LE, moins 2 petit a, très bien, moins quoi? Moins 3Z. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, le R, c'est quoi? C'est le nombre de liaisons rigides, vous êtes d'accord? Mais pour le calcul de un delta, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer, il faut remplacer dans votre... Je vous donne un exemple. Par exemple, donc vous voyez là, c'est ça mon exemple. Je portique à deux trames. Ok? Qu'est-ce que je dois faire pour le calcul de 1 delta? Je parle sur le 1 delta. Pour l'inconnu de 1 delta, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer les nœuds, les par des articulations. Ok? Et les encastrements parfaits par quoi? Par des articulations. Vous avez compris? Le fait que je dois remplacer le nœud rigide par des articulations, ça veut dire quoi? J'ai pas mon petit r, donc mon petit r égale à 0. À la fin quoi? À la fin quoi? Le fait que mon petit r égale à 0, je trouve mon 1 delta, qui est égal au nombre de degrés de liberté, qui est égal à la fin quoi? 3 plus 2, moins le nombre de liaisons extérieures, moins 2 petit a, le nombre d'articulations, de liaisons d'articulation. Ok? Donc, finalement, donc c'est ça un delta comme j'ai expliqué. Comme
On va remplacer les nœuds rigides par des articulations. Donc, petit r, comme j'ai expliqué, égale à 0. Donc, finalement, delta égale à quoi? Égale 3b moins LE moins 2A. Bien sûr, le B, c'est le nombre de barres, L, c'est le nombre de liaisons extérieures, et ça, c'est le nombre d'articulations. OK, liaison d'articulations. Est-ce que vous avez compris ce détail, s'il vous plaît? Ça marche? Vous n'avez pas de questions par rapport à ça? OK pour tout le monde? Est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Monsieur. Est-ce que ça marche? Vous n'avez pas de questions par rapport à ça? Ça marche? Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, 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 finalement, comme j'ai expliqué, Non. 1 égale à 1 delta plus 1 phi. 1 phi, c'est le nombre de quoi? Le nombre de J. Et 1 delta, c'est quoi? C'est le degré de delta, le nombre de degrés de delta. En remplaçant dans notre structure quoi? Les nœuds rigides, ok? Donc, les nœuds, et les encastrements parfaits par des articulations, ok? On va remplacer les nœuds par des articulations et les encastrements parfaits par quoi? Par des articulations. Très bien. Donc ça, c'est le premier point. Calcul de nombre d'inconnus. Bien sûr, on va vérifier la stabilité comme nous avons fait dans la méthode des forces. Donc, on va vérifier les deux règles. La première règle et la deuxième règle. Donc, la règle de 10 ou la règle de 3-10. Donc, ça, c'est le premier point, l'analyse de la structure. Après ça, on va choisir un sens de parcours. Il est important de choisir un sens de parcours pour savoir la rotation de gauche et la rotation de droite, pour savoir le moment fléchissant d'extrémité de gauche et le moment fléchissant d'extrémité de droite. OK? Donc ça, c'est le choix du sens de parcours. Sur le troisième point, on va voir quoi? On va essayer de chercher les données de problème. Les données de problème, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de trouver des valeurs soi-disant simplifiées, des valeurs qui sont nulles. On sait, par exemple, au niveau des encastrements, on sait que les rotations sont nulles. D'accord. Donc ça, au niveau d'un encastrement, on sait que la rotation de V est égale à 0. On sait encore, au niveau des articulations, le moment fléchissant égal à 0. Vous êtes d'accord? Donc, tout ça, c'est des inconnus. On sait que les barres qui ne sont pas chargées, le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur égal à 0. OK? Donc, tout ça, c'est quoi? C'est des détails qu'il faut préparer dès le départ. OK? Autant que des données de problème. Après que on va mettre les données de problème, on va définir les données de problème, on va voir les valeurs qui sont mises dans notre système, ok? On va écrire l'équation d'équilibre. Donc, l'équation d'équilibre, pour, donc, dépend de quoi, on va sommer les moments au niveau des nœuds. Dans le cas, par exemple, si notre n égale à 2, quand on trouve un nombre d'inconnus égal à 2, on va faire quoi? On va mettre deux équations, donc avec deux inconnus, ok? Donc, le nombre d'équations dépend finalement de quoi? Dépend de nombre n, donc le nombre d'inconnus. OK? Très bien. Donc, dans l'équation d'équilibre, qu'est-ce que vous avez? Vous devez sommer les moments fléchissants. Donc, on va, on va faire quoi, s'il vous plaît? On va faire la somme des moments fléchissants au niveau de notre nœud égale à 0. OK? Après l'équilibre. OK? Pour trouver quoi? Pour trouver les inconnus que vous avez, soit des rotations, soit des déplacements. OK? Donc, l'équation fondamentale de la méthode de déformation, c'est celle-ci, comme vous avez fait en cours. Par exemple, MAB, le moment fléchissant à l'extrémité A. Donc, c'est ça votre cours. Celle-ci, c'est l'extrémité A. Et celle-ci, c'est l'extrémité B. OK? Ça, c'est MAB. Ça, c'est quoi? C'est M.
BA. Ok? Donc, le moment fléchissant à l'extrémité A égale à quoi finalement? Égale le moment fléchissant à l'extrémité A dû à votre chargement extérieur. Donc, le petit m, c'est dû à votre chargement extérieur, plus KAB, c'est un facteur de rigidité. Fois quoi? Fois le premier indice de gauche, donc l'indice I, ça c'est l'indice G. Ok? Fois la rotation due à votre premier indice de gauche, donc ça veut dire dans ce cas c'est A, donc WA, plus quoi? Plus gamma AB, c'est un facteur de transmission, fois le facteur de rigidité KAB, fois la rotation dans votre extrémité de droite. Vous avez compris? Donc le gamma AB est multiplié par quoi? Réellement, il est multiplié dans votre indice de droite, l'indice G, dans notre cas, CB, ok? Plus une partie due à quoi? Due à votre déplacement des nœuds, ok? Égale à delta sur L, ok? Donc bêta égale à delta sur L. Dans l'autre extrémité, l'extrémité B, comme on a expliqué pour l'extrémité A, donc égale le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur, donc petit m BA dans votre extrémité B, plus, dans ce cas, toujours le premier indice, il est multiplié que fois votre facteur de rigidité. Dans notre cas, le premier indice de gauche, c'est bêta. Donc, comme vous voyez, la rotation bêta, elle doit être multipliée que fois le facteur de rigidité. Par contre, l'extrémité de droite, dans notre cas, c'est G, c'est A, doit être multipliée fois gamma BA et le facteur de rigidité. Donc, le facteur de transmission fois le facteur de rigidité. Bien sûr, il ne faut pas oublier bêta dû à votre déplacement des nœuds, qui est égal à delta sur L. Dans le cas d'un cadre à nœud fixe, ça veut dire quoi? On n'a pas de déplacement des nœuds. Ça veut dire quoi? Cette partie égale à 0. Ok? Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'équation fondamentale, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, celle-ci, c'est une équation qui est générale, on va dire. C'est une équation fondamentale. Dans le cas maintenant, un cas particulier, soi-disant, dans le cas, un nœud fixe. Ça veut dire quoi? Bêta égale à 0. Ça veut dire quoi? Ces deux parties-là, comme vous voyez, sont nues. Dans un autre cas où nous avons votre structure, elle est un nœud fixe, où la deuxième condition, c'est quoi? Les inerties sont constantes, ok? Donc, l'inertie est constante. Ça veut dire quoi? Quand constante dans votre élément, ça veut dire KAB égale 4 EI, comme vous avez fait déjà en cours, sur L. Et gamma A, B, égale quoi? Égale à 1 demi, ok? Donc, dans le cas où vous avez les inerties constantes dans tous les barres, et vous êtes dans une structure à nœud fixe, donc on n'avait pas un déplacement des nœuds, donc on va remplacer cette partie par 0, donc doit être annulé. Et gamma AB, on va le remplacer par 4E sur L. Pardon, KAB par 4E sur L, et gamma AB par 1 demi, ok? Donc, quand on remplace, donc, notre équation, on revient. Donc, MAB, c'est le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur à l'extrémité A, plus, j'ai remplacé KAB par 4E sur L, fois la rotation dans votre nœud A, donc WA, plus, quoi? KAB fois gamma, donc 4E sur L fois 1 demi, donc 4 avec 2. On va simplifier les deux valeurs, il ne reste que les deux. Donc, plus 2EI sur L fois l'extrémité B. Donc, le premier indice, c'est l'indice I. Et le deuxième indice, c'est quoi? C'est l'indice G. Toujours l'indice I, le premier indice, est multiplié fois 4EI sur L. Et le deuxième indice, l'indice G, est multiplié toujours fois 2EI sur L. Ok. Par exemple, dans ce cas, vous avez le premier indice, c'est bêta. Donc, vous devez avoir la rotation bêta multipliée fois 4EI sur L. Comme vous voyez là.
Et le deuxième indice, l'indice de droite, l'indice J, doit être multiplié fois 2. 2E sur R. Plus, bien sûr, le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur. Donc, comme vous voyez là, cette équation, elle est simplifiée, mais elle est dans un cas bien particulier, bien défini. Ou quoi? Vous avez l'inertie dans vos éléments constants et un nœud fixe, bien sûr. Quand on dit un nœud fixe, ça veut dire quoi? Bêta égale à 0. Donc, la partie qui dépend de bêta doit être égale à 0. Ok? Très bien. Donc, ça, c'est un cas particulier. Donc, on va écrire l'équilibre d'équation. Maintenant, quand on écrit l'équilibre d'équation, donc dépend de votre nombre d'inconnus. Quand vous avez des inconnus, ça veut dire que vous avez des équations d'équilibre. Quand vous avez un inconnu, ça veut dire quoi? Vous avez dire quoi? Vous avez une équation, ok? Finalement, on va résoudre le système d'équations. Quand on résout le système d'équations, on va trouver quoi, s'il vous plaît? On doit trouver les rotations θ et, bien sûr, dans le cas un nœud fixe, dans le cas un nœud de brassard, on va trouver les rotations θ et delta e. Ok? Très bien. Quand on trouve maintenant les rotations, on peut revenir à les moments fléchissants dans les extrémités des barres, puisque les moments fléchissants dépendent de quoi réellement? Dépendent des rotations, des déplacements des nœuds. Dans le cas, un nœud fixe dépend que des rotations. Le fait que nous avons trouvé les rotations, on peut trouver maintenant quoi? Les moments fléchissants aux extrémités de chaque barre. Bien sûr, quand on trouve les moments fléchissants aux extrémités des barres, on peut tracer le diagramme de 1, comme on peut vérifier les équilibres de nœuds, bien sûr. Et bien sûr, on peut fondamentalement tracer le diagramme des moments fléchissants à partir du diagramme des exercices tranchants à partir du diagramme des moments fléchissants. Et éventuellement, on peut trouver des réactions d'appui. OK? Très bien. Maintenant, on va, donc c'est ça ce que vous avez 9 points, donc à suivre dans la méthode de rotation. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 9 points, s'il vous plaît? Ça marche pour tout le monde? Est-ce que ça va? Très bien. Quand vous avez des questions, pardon, vous posez, pas de problème. Maintenant, on va parler sur la convention de signe. Donc, chaque méthode a là une convention de signe bien spécifique, ok? Pour la méthode des rotations, donc la méthode de formation, le moment fléchissant est positif lorsque quoi, s'il vous plaît? Lorsqu'il tombe dans quel sens, s'il vous plaît? Dans la méthode des rotations. Pour dire comme le moment Dans le sens de l'aiguille des montres. Très bien. Donc, moment fléchissant positif lorsque le moment fléchissant, il tombe dans le sens horaire. Très très bien. Maintenant, le moment fléchissant est négatif. Lorsqu'il tombe dans quoi? Dans le sens inverse, donc dans le sens trigonométrique. Très bien. Maintenant, on va essayer de comparer la convention de signe de la méthode des rotations avec notre convention de signe habituelle. OK? Utilisable dans la méthode, dans la RDA. On sait que le moment fléchissant positif, lorsque, toi, il tombe les fibres inférieures, comme vous voyez, par logique, c'est ça, vos fibres inférieures, donc le moment fléchissant de gauche, il est là, le moment fléchissant de droite, il est là. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, est-ce que le moment fléchissant de gauche, il est en train de tourner avec le même signe positif de votre méthode de rotation? Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que mon moment fléchissant de gauche, il est en train de tourner dans le sens horaire, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Et pour le moment fléchissant de droite? C'est un négatif, c'est un contraire. Donc, ça veut dire quoi? Pour, À donc, gauche, on il y a garde, plus, pardon? le moment gauche est égal à plus 1, droite est égal à moins 1. Très, très bien. En Donc, méthode très, très bien. Donc, on garde le signe RDM pour le moment de gauche et on change le signe RDM pour quoi? Pour le moment de droite. Vous avez compris? Donc, il faut prendre toujours ça en tête à la fin. Ça veut dire quoi? Je dois travailler avec la méthode des rotations. Vous êtes tous d'accord? Donc, quand je calcule, je trouve des moments extrémités. Je trouve des moments extrémités. Maintenant, pour le tracé du diagramme de Hahn, il faut revenir à la méthode, à la convention de signe RDM. Vous avez compris? Maintenant, quand on revient à notre convention de signe RDM, il faut qu'au moment de gauche, je le garde avec son signe,
les deux, ils ont la même convention. Par contre, pour le moment fléchissant de droite, je dois ajouter un signe opposé. Ça veut dire quoi? Lorsque le moment fléchissant de droite est positif, on va ajouter un signe moins, donc moins. Lorsqu'il est moins, on va ajouter un signe moins, donc il revient positif. Ok? Vous avez compris la convention de signe? Ça marche pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, s'il vous plaît? Très bien. Donc, on avance. Donc, on commence par le premier exercice sur la méthode de rotation. Donc, vous voyez là, donc c'est ça votre exercice. Vous avez plusieurs encastrements. Vous avez trois encastrements. On est 1, 4, 5. Vous avez un appui double. On est 6. Il faut faire attention. Il ne faut pas oublier que les inerties des colonnes égale à 18. Par contre, égale à I pour les poutres. Vous avez une rotule, donc une articulation au niveau de l'œil, comme vous voyez deux. Vous avez du chargement uniformément réparti de 10 et de 5 km par mètre linéaire. Donc vous irez bon, ok. Maintenant, s'il vous plaît, pour les longueurs sont tous les mêmes, ok, pour chaque barre. Donc L égale à 5 mètres. 5 mètres, pardon. Pour chaque barre, ok. Celle-ci 5. Très bien. Celui de là, c'est une fonction, ok. Il faut faire attention que au niveau des inerties, ok? Très bien. Donc, par convention de signe RDM, on dit que toujours mon premier poteau de gauche, les fibres inférieures sont là, donc à l'intérieur. Pour les éléments horizontaux, on va prendre toujours de la gauche vers la droite, ok? Pour les autres poteaux, on va suivre le sens horaire, comme j'ai expliqué toujours, pour positionner les fibres inférieures dans la résistance des matériaux par rapport à notre convention. Très bien. Donc, on commence par quoi? On commence par le nombre d'un cône, bien sûr, en utilisant la méthode de rotation. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner la valeur de n p égale à combien? Par rapport à notre exercice. Monsieur 4, non, non. Pourquoi 4? Je parle le nombre de nœuds rigides. C'est pas les liaisons rigides, bien sûr, hein? Ça veut dire 1. Ah, très bien. Pourquoi 1? Au niveau de 1. quel nœud, s'il vous plaît? C'est le nœud 3. Vous 3. avez compris? Donc, vous avez Oui, oui. un seul nœud. C'est pas les liaisons rigides, je parle, c'est les nœuds rigides. Ok? Oui. Ça, c'est une articulation. Ok? Donc, vous avez que A. Je vous donne un autre exemple, s'il vous plaît. Dans ce cas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner la valeur de 1 fait? Quel compteur fermé? Vous avez combien de nœuds rigides? Pardon? Pardon? Dans cet exemple, s'il vous plaît. Monsieur 2. Non, c'est un compteur fermé. Fermez 4, 4. Non. 4, très bien. Fermé, 4. Donc, dans ce cas, s'il vous plaît, vous avez combien de nœuds rigides? 2, monsieur. Très bien. Donc, vous avez compris la différence. Maintenant, dans ce cas, là, vous avez combien de nœuds rigides? Égal à combien? 4, monsieur. Très bien. 1, 2, 3, 4. Très bien. Donc, vous avez compris. Donc, un fait égal à combien dans notre exercice? Égal à 1. Maintenant, s'il vous plaît, pour un delta, comme on a expliqué, un delta égale au nombre de degrés de liberté. On sait que le nombre de degrés de liberté égale à quoi? Égal à moins h. Très bien.
On sait que pour le calcul de 1 delta, on va faire quoi? On va remplacer les nœuds et les encastrements parfaits par quoi? Par des articulations. Donc, pour le calcul de 1 delta, qu'est-ce qu'on doit faire? On va remplacer, comme vous voyez là, les encastrements par des articulations et les nœuds par les gîtes par une articulation. Ok, très bien. Donc, dans ce cas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner la valeur de 1 delta? Hmm? Ça va? Est-ce que vous me entendez, s'il vous plaît, tout le monde? Oui, monsieur, oui. Pour les autres, c'est bon? 1, 2, 3. Maintenant, pour le nombre de barres, s'il vous plaît, égal à combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 barres, monsieur. Maintenant, pour le nombre de liaisons extérieures, égal à combien? 2. Pourquoi? Appui double. Et ça, c'est quoi? C'est pas Trois normalement, là, là. trois quoi, s'il vous plaît? Hmm? S'il vous plaît, s'il vous plaît, quand nous avons un encastrement, ok? Vous avez combien de liaisons au niveau de l'encastrement extérieur? Hmm? 3, monsieur. Trois. Quand on met une articulation au niveau de l'encastrement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait, pardon. Nous avons libéré quoi? La rotation. Ok? Donc, Oui. le moment fléchissant égal à zéro. Vous êtes tous d'accord? Donc, il nous reste combien de liaisons extérieures, s'il vous plaît? 2, monsieur. Très bien. Ça veut dire quoi? Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste deux. Au niveau de nos, un. Ça, c'est deux. Ça, c'est deux. Ça, c'est un appui double. Ok. Donc, Bah, 6. c'est pas six. C'est un appui 8. double. Vous avez deux. Appuyez double. Oui. Donc, 2 et 2 et 2 et 2. 4 fois 2 égale à combien, s'il vous plaît? Égale à 8. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Très bien. Monsieur, ma Maintenant, femme, je fais appuyer double. s'il vous plaît, Pourquoi 2? au- Ah, s'il vous plaît, quand nous avons un appui double, vous avez combien de liaisons? 2. Deux. Donc, c'est deux, vous avez compris. Ça Ah, marche? d'accord, d'accord. C'est bon. Au niveau d'encastrement, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons D'accord. dit, Donc, le moment 0, genre, voilà, laisse pas. voilà, on D'accord. va mettre Ouais. une application au niveau de l'encastrement. Ça veut dire quoi? On va annuler la rotation, on va annuler le moment fléchissant, on va libérer la rotation. Ok? Très bien. D'accord. Très bien. Maintenant, s'il Merci. vous plaît, pour le nombre de liaisons d'articulation égal à combien? Dans ce cas, vous avez une ici, puisque vous avez deux barres. On dit toujours le nombre de barres moins un. Donc, c'est deux barres, 2 moins un, c'est un. Maintenant, vous avez combien de barres? Un, 2, 3, 4 barres, pardon. 4 moins un égale à 3. Donc, finalement, vous avez égal à combien? 3 plus un. Donc, le petit a égale à 4. Quatre. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui. Donc, finalement, on trouve quoi? On trouve un delta égale moins un. Bien sûr. Comme vous voyez, j'ai pas ajouté le petit r, j'ai pas mis moins 3 fois petit r. Pourquoi j'ai pas mis moins 3 fois petit r, s'il vous plaît? Puisque Le petit est égal à 0. quel que soit égal à 0. Pourquoi? Je dois remplacer tous les nœuds rigides, ok, tous les nœuds, par des articulations. Donc, c'est seul le petit r égal à 0. Très très bien. Donc, un delta égale moins un, ça veut dire quoi un delta égale moins un? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Monsieur, il n'y a pas de degré de liberté ici. Il n'y a pas de déplacement. Très bien, il n'y a pas de degré de liberté. Très très bien.
Donc, négatif. lorsqu'un delta est inférieur ou égal à 0, ça veut dire quoi? Mon système, il y a un nœud fixe. Ça veut dire quoi? J'ai pas de déplacement des nœuds. Ok? Ça veut dire quoi? Un delta, ça veut dire quoi? Ça veut dire mes nœuds, ils sont pas en train de déplacer. Ok? Lorsqu'un delta inférieur ou égal à 0. Par contre, lorsqu'un delta est supérieur à 0, dans ce cas, vous avez des déplacements des nœuds. Ok? Donc, il faut prendre en compte ça, en compte dans votre nombre total d'inconnus. Vous avez compris? Bien sûr. Quand on dit, معلش صعبة. bien sûr, il n'y a pas de problème. Nous avons trouvé un delta égal à moins 1. Ok? Moins 1, oui. Lorsqu'un delta est inférieur ou égal à 0, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas de déplacement des nœuds. Ok? Ça veut dire que vous n'avez pas de degré de liberté. Ok? Ça veut dire quoi? Cette partie-là, elle n'existe pas. Donc, le nombre d'inconnus égale directement le nombre de nœuds. Donc, le nombre de rotations. Ça veut dire que j'ai pas de déplacement des nœuds. Le nombre de déplacements, il n'existe pas. OK? Ma structure, elle est à nœud fixe. Oui. Ça veut dire quoi? Mes nœuds, ils sont pas en train de déplacer. OK? J'ai que les rotations au niveau des nœuds. OK? Donc, il me reste quoi? Il me reste que cette partie. Cette partie, elle n'existe pas. Lorsqu'un delta inférieur est égal à 0. Vous avez compris? Bien sûr, lorsqu'un delta est supérieur à 0, soi-disant, quand on trouve un delta soi-disant égal à 1, on va prendre ça en compte. Ça veut dire quoi? On va mettre 1 plus A, donc le nombre d'inconnus total égal à 2. Est-ce que vous avez compris ça? Ça marche pour tout le monde? Ok, vous n'avez pas de questions? Donc le nombre d'inconnus total égal à combien, s'il vous plaît? Égal à combien le nombre d'inconnus total? Normalement 1, monsieur. Très bien. Donc, n finalement égal à 1. Quand on dit j'ai n égal à A, ça veut dire quoi? J'ai combien d'équations d'équilibre? Une seule. Très bien. Maintenant, je vous pose une autre question, si vous permettez. Est-ce que vous pouvez nous donner la valeur de H en utilisant la méthode des forces? H égale à combien? L, on va dire, plus A, Plus 2. plus 1, 3, plus 3R moins 3B. égal. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur maintenant? En utilisant la méthode des forces? 1, 11. 1, 3, H égale à combien, s'il vous plaît? Normalement 0, monsieur. S'il vous plaît, L égale à combien? Oh, Le nombre de liaisons extérieures égale à combien? 11. 11. Vous avez 3 encasтрements, donc vous avez 3 fois 9, plus 2, 9, 11. plus 2, c'est 11. Très bien. Plus 2. Plus 2 fois 1, Très bien. plus Et 3 fois 3 fois 4. Pourquoi 4? 4. C'est pas 4. Oui. 1
Vous avez 4 barres moins 1. 1, 2, 3. Vous avez 4 barres. Donc 4 moins 1 égale à 3. Ah, oui, 3. 3. Très bien. Moins 3 fois le nombre de balles. Le nombre de balles égale combien, s'il vous plaît? 5. 5. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner la valeur? 13. 9. 22. 16. C'est pas 16. 22. 11 plus 2. 13. 11 plus 2. C'est 13. Plus 9 égale à combien? 22. 22 moins 15 égale à combien? Égale à 7. 7. Maintenant, s'il vous plaît. C'est bon? Maintenant, s'il vous plaît, je vous pose une autre question. En utilisant la méthode de force, H égale à 7. H égale à 7, ça veut dire quoi? Vous avez 7 liaisons sur la bande. Vous avez 7 inconnus. Ça veut dire quoi? Vous avez X, X2, X3, X4, X5, X6, X7 à trouver. Il vous faut combien? 7 équations. Donc, 7 équations et 7 inconnus. Ok? Ça, en utilisant quoi? La méthode de force. Maintenant, s'il vous plaît, en utilisant la méthode de rotation. Il nous faut combien d'équations? Une seule, monsieur. Une seule. Est-ce que vous voyez maintenant non plus? Est-ce que vous voyez la différence? Par rapport à Oui. cet exercice, s'il vous plaît. Ok? Est-ce que vous voyez la différence? Donc, en utilisant la méthode de rotation, il ne faut que une équation. Et en utilisant la méthode de force, il nous faut cette équation. D'après vous, on va utiliser, pour simplifier les calculs, la méthode de force et la méthode de rotation. Bien. Très bien. Donc, vous voyez, donc, il faut dès le départ choisir la méthode à utiliser en essayant d'avoir la complexité du calcul. Ok? Par rapport à cet exercice, il vaut mieux d'utiliser quoi? Il vaut mieux d'utiliser la méthode des forces. Ok? Très bien. Donc, on va vérifier, s'il vous plaît, la stabilité. Comme vous voyez, ces 4 barres-là sont liées entre eux par des nœuds rigides. Ok. Donc, en appliquant la première règle, les 4 barres peuvent créer pour nous un nouveau disque qui est stable. Cette barre, on va la nommer autant que disque 3. Bien sûr, ces 4 barres-là qui sont en bleu, ils peuvent créer un nouveau disque. On va dire que notre disque, c'est disque 2. Le milieu extérieur, s'il vous plaît, il est en noir. Vous avez plus de 3 liaisons qui sont ni parallèles tout en même temps, ni concurrentes au même poids tout en même temps. Donc, s'il vous plaît, entre le disque 2 et 3, vous avez un appui double. Ok? Entre le disque 3, le milieu extérieur qui est le disque A, le disque A. Vous avez un encastrement, donc vous avez plus de liaisons. Entre le disque 2 et le disque 1, vous avez plus de 3. Comme vous voyez, un encastrement et un appui. Ok? Ça veut dire quoi? Nous avons deux disques. Il y a le milieu extérieur par 11 liaisons. Vous avez 3 encastrements et un appui double. Donc, notre système est formé de 3 disques. 1, 2, 3. Comme vous voyez, ça c'est un appui double, ça c'est plus un appui double, ça c'est plus un appui double. Comme vous voyez. Donc, notre système est formé de 3 disques, liés entre eux par au moins 3 doubles liaisons. Comme vous voyez, celle-ci, c'est une liaison double. Celle-ci, c'est plus qu'une liaison double. Et celle-ci, c'est plus qu'une liaison double. Vous avez 3 liaisons par rapport aux les autres appuis. Donc, ces 3 liaisons ne sont pas alignées. OK. Donc, pour nous, en appliquant la deuxième règle, on peut
dire que les trois disques peuvent créer pour nous un nouveau disque qui est stable. OK? Donc, finalement, notre structure ou notre système est stable. OK? Ça marche pour tout le monde? Donc, dans ce cas, nous avons appliqué quoi? Nous avons appliqué la deuxième règle. Nous avons plus 2, 3 de liaisons qui ne sont pas alignées. Comme vous voyez, celle-ci, avec celle-ci, avec celle-ci, ne sont pas alignées. OK? Donc, en appliquant la deuxième règle, les trois disques créent pour nous un nouveau disque qui est stable. OK? C'est bon pour la stabilité, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Donc, pour le choix de parcours, s'il vous plaît, il faut choisir un choix de parcours bien défini. OK. Pour savoir la rotation de gauche et la rotation de droite, le moment d'extrémité de gauche et le moment d'extrémité de droite. OK. C'est important le sens du parcours. Pour nous, c'est le premier poteau de gauche, on va choisir de bas vers le haut. OK. Pour les éléments horizontaux de gauche, comme vous voyez, vers la droite. Bien sûr, pour le reste du poteau, on suit le sens horaire. OK. Donc, c'est ça votre quoi? Votre sens de parcours. Pour cette extrémité, on va dire celle-ci, c'est la rotation de gauche. Et celle-ci, c'est la rotation de droite. OK. Maintenant, pour cet élément horizontal, c'est celle-ci, c'est la rotation de gauche. Et celle-ci, c'est quoi? La rotation de droite. OK. Par exemple, pour ce poteau-là, c'est celle-ci, c'est la rotation de gauche. Et celle-ci, OK, c'est la rotation de droite. OK. Donc, il faut faire attention. Il faut choisir dès le départ le sens de parcours. Le sens de parcours est important. OK. Très bien. Maintenant, pour les données du problème, s'il vous plaît. On va parler sur les barres qui ne sont pas chargées. La barre 2, 3, la barre 3, 5, la barre 3, 4. Est-ce qu'ils sont chargés, s'il vous plaît? Non, monsieur. Donc, les moments fléchissants, petit m dû à votre chargement extérieur dans ces trois barres, égale à 0. D'accord. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, on prend soi-disant cette poutre. Dans cette extrémité de gauche, nous avons un nœud rigide. Le nœud rigide est pour nous, c'est comme si un encastrement. Vous êtes d'accord? Puisque dans un nœud rigide, nous avons combien de liaisons? Nous avons 3 liaisons. Donc c'est comme quoi? Donc c'est comme quoi? Donc c'est comme l'encastrement. Vous avez le 1, le T, le 1. OK? Très bien. Cette extrémité, donc ça c'est le nœud 3. Ça c'est le nœud, comme vous voyez ici. Cette extrémité de droite 6. Vous avez un chargement, là, quoi? Uniformément réparti. OK? Donc, cet chargement uniformément réparti égale bien sûr 5 par mètre linéaire. Est-ce que vous pouvez me donner le moment fléchissant? M, pardon. M, 3, 6. Et M, 6, 3. Est-ce que vous pouvez me donner les valeurs, s'il vous plaît? Bien sûr, au niveau de l'extrémité 6, au niveau de votre appui double, le moment fléchissant égale à quoi, s'il vous plaît? Égal à combien le moment fléchissant? Égal à 0, monsieur. Tout à fait logique. On est dans un extrémité égale à appui double, donc on sait que la rotation est libre, donc le moment fléchissant égale à 0. Maintenant, pour M36, ok? Bien sûr, vous pouvez déjà développer ça en utilisant la méthode de force ou la méthode soi-disant des trois moments. Par exemple, pour la méthode de force, dans ce cas, H égale à 2, vous avez déjà connu XA, X2, donc vous pouvez trouver XA, X2 et puis vous trouvez le moment fléchissant. En utilisant la méthode des trois moments, donc cet encastrement, ok, on va enlever l'encastrement et on va ajouter quoi? Une poutre fictive, ok, avec une longueur égale à 0, pour trouver les moments M3 à la fin. Mais ça, pour nous, connu. Donc, c'est comme
les valeurs des rotations, ou quoi, en utilisant la méthode des 3 moments, ok. Après, je vous envoie un tableau, ok, pour ces poutres qui sont, donc pour les poutres, donc pour les fils de chargement extérieur, ok, pour les poutres qui sont simplement encastrées, par exemple dans ce cas, ou doublement encastrées, ok, pour différents types de chargement. Après, je vous envoie un tableau. Donc, quand nous avons un chargement uniforme mémoire pointée ou un chargement concentré ou un chargement tridimensionnel, c'est comme vous voulez, ok. Cette valeur-là égale réellement moins que L au carré sur 8. Elle est connue, ok, la valeur. Je vous envoie après un tableau, ok, dû à l'effet de chargement extérieur sur les poutres simples, ok. Bien sûr, bien encastré, donc doublement encastré comme ça par exemple, se met à différents types de chargement ou simplement encastré, ok. Simplement encastré, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un encastrement d'un côté et un appui double d'un autre côté, ok, bien sûr. Vous pouvez avoir l'encastrement dans l'extrémité de gauche ou dans l'extrémité de droite, ok, il n'y a pas de problème. Ok, bien, ok, vous avez compris s'il vous plaît. Donc, cette valeur-là égale moins Q à le carré sur 8. Et bien sûr, au niveau de l'extrémité 6, on sait qu'au niveau de l'appui double, le moment fléchissant est égal à 0. Est-ce que vous avez compris s'il vous plaît ce détail-là? Donc, il n'y a pas de problème, c'est des valeurs qui sont données, mais vous pouvez trouver les valeurs sans aucun problème. Vous pouvez utiliser la méthode de Fos ou la méthode de triangle. Mais pour nous, on ne va pas chercher les valeurs. On a les valeurs directes, ok, à partir des tableaux, ok. C'est comme nous avons fait pour les rotations en utilisant la méthode de 3 moments. Est-ce que ça marche? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, je vous pose une question, s'il vous plaît. La rotation au niveau des encastrements, parfait, égale à combien, s'il vous plaît? 0. Donc, W1, par exemple, égale à 0. Donc, il ne faut pas ajouter ces données-là. Donc, W1 égale à W4, égale à W5, égale à 0. OK? Maintenant, s'il vous plaît, nous avons trouvé quoi? Nous avons trouvé un delta inférieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? J'ai pas de déplacement des nœuds. Ça veut dire quoi? Bêta qui est égal à delta sur R égale à 0. Donc, j'ai pas de déplacement des nœuds. OK? Donc, comme vous voyez, c'est ça vos données. OK? Donc, c'est ça ce que nous avons comme données. Maintenant, on va écrire l'équilibre, l'équation d'équilibre, ok. Au niveau de quel nœud? Le nœud 3. Pourquoi le nœud 3? J'ai que le nœud 3. Plus quoi? Moins 1. Nombre d'impots total égale à combien? Égale à 1 fait, égale à 1. C'est ok. Donc, comme j'ai expliqué auparavant, pour l'équation d'équilibre, on va faire la somme des nœuds. La somme des moments, pardon, qui sont au niveau de ce nœud égale à 0. Donc, on va écrire l'équilibre de votre nœud. Dans ce cas, s'il vous plaît, dans ce cas, vous avez combien de moments fléchissants liés à votre nœud 3, s'il vous plaît? Vous avez combien de moments fléchissants, s'il vous plaît? Liés à votre nœud 3. Vous avez combien de barres? 4 barres, monsieur. Donc, dans chaque barre, j'ai un moment fléchissant, vous êtes d'accord? Dans cette extrémité, par exemple, dans cette extrémité-là, j'ai un moment fléchissant. C'est 1, 3, 2, vous êtes d'accord? Pour cette barre, c'est 1, 3, 5. Pour cette barre, c'est 1, pardon, 3, 6, 7, c'est donné 6. Pour cette barre, c'est quoi? C'est 1, 3, 4. Donc, comme vous voyez, j'ai 4 barres. Donc, j'ai quoi? J'ai 4 moments fléchissants. Donc, 1, 3, 2, plus 1, 3, 4, plus 1, 3, 5, plus 1, 3, 6, égale à 0. OK? Donc, pour résoudre ce système d'équations, on va essayer de calculer
ou de trouver les expressions de chaque moment fléchissant. Vous êtes d'accord? On commence par 1, 3, 2. Donc, dans la barre 2, 3. Puis 1, 3, 4. Dans la barre 3, 4. Puis 1, 3, 5. Dans la barre 3, 5. Et finalement, 1, 3, 6. Dans la barre 3, 6. Très bien. Donc, on commence par 1, 3, 2. OK? S'il vous plaît, comme j'ai expliqué, on compte en utilisant les équations fondamentales. OK? Elles sont généralisées. Dans notre cas, s'il vous plaît, on est quoi? On est quoi? On est dans un cas d'une structure à nœud fixe. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Les inerties, s'il vous plaît, est-ce qu'elles sont constantes dans chaque barre? Il y a la barre 3, 5 Oui. qui égale 2 ici. Est-ce qu'elle est constante au niveau de cette barre d'inertie? Oui. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Quand les inerties sont constantes dans chaque barre, ok? Je parle sur la barre elle-même. Vous avez compris la différence? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Non, monsieur. Quand je dis que l'inertie est constante dans chaque barre, ça veut dire quoi? Dans chaque barre, je dois trouver la même inertie. Elle n'est pas variée. Je parle sur la même barre, hein, bien sûr. Dans cette barre, s'il vous plaît, après la barre 1, 2, vous avez l'inertie égale 2. 2i, ok? Est-ce qu'elle est variable? En fonction de x. Non, monsieur. Donc, elle est constante. Constante. Dans cette Ils barre. sont tous constants. Voilà. Je peux vous donner un exemple où nous avons l'inertie variable en fonction de x. Par exemple, dans ce cas. Celle-ci, et elle n'est pas constante. Ici, et ici, elle n'est pas la même. Ici, et ici, elle n'est pas la même. Vous voyez, donc, ok, dans ce cas, on va dire que l'inertie, elle n'est pas constante. Vous avez compris? Donc, vous avez compris la différence? Ok? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, on est quoi? On est dans un cas particulier. Quoi? Nous avons E est constante dans chaque barre. Delta égale à 0, ça veut dire quoi? Bêta égale à 0. Pourquoi? J'ai pas de déplacement des nœuds. Donc, je peux utiliser quoi? L'équation simplifiée, on va dire, dans le cas particulier. Donc, pour m et j égale à quoi, s'il vous plaît? Donc, petit m j, dû à votre chargement extérieur, plus quoi? Celle-ci, c'est WI, et celle-ci, c'est WG. Fois WE, qu'est-ce que je dois mettre? WE est multiplié par quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression, là? Pardon? Fois K, A. Fois K. Fois K. KAB. Très bien. Le facteur de rigidité. Dans notre cas, s'il vous plaît, KAB égale à combien? Dans le cas d'inertie constante. Égale à 4. Égale à EI sur 4EI sur 1. Très bien. Et gamma AB égale à combien, s'il vous plaît? Égale à 1 demi. Vous êtes d'accord? Ok? Donc, le premier indice, comme j'ai expliqué, l'indice E doit être multiplié fois 4 EE sur 1, la rigidité. Par contre, le deuxième indice J doit être multiplié fois 4 EE sur 1 fois 1 demi, dû à votre gamma AB. Donc, 4 fois 1 demi égale à combien? Égale à 2. Donc, 2 EI sur 1. Est-ce que vous avez compris? Ça marche? Ok? Très bien. Maintenant, M32 égale à quoi? Petit M32, le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur dans l'extrémité 3, plus le premier indice, c'est
W3 doit être multiplié fois 4E sur 1. Et le deuxième indice, c'est l'extrémité 2 doit être multiplié fois 2E sur 1. OK? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, je vous pose une simple question. Petite M32 égale à combien? À 0. Pourquoi? J'ai pas de chargement extérieur, donc on a déjà fait ça dans les données. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, notre objectif de trouver W3 ou W2, d'après vous, c'est quoi notre objectif? Pour faire cette équation-là, l'équation d'équilibre, celle-ci. Pour trouver quoi, s'il vous plaît? Quelle rotation? Au niveau de notre nœud, c'est le nœud 3. Donc, on va chercher quoi? W3. OK? Notre objectif de trouver quoi? Celle-ci. W3 au niveau de votre nœud. C'est le nœud 3. OK? Très bien. Maintenant, pour W2, qu'est-ce qu'on doit faire? S'il vous plaît, W2, est-ce qu'il est égal à 0? Est-ce que W2 est égal à 0? Je vous pose la question, s'il vous plaît. W2, on est quoi? On est dans l'extrémité 2. OK. Est-ce que W2 est égal à 0? On a une roture, maman. Très bien. Au niveau de nos rotules, est-ce que la rotation est nulle? Non, monsieur. Le moment fléchissant qui est nul. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, W2 égale pas 0. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut essayer dès le départ de trouver une relation entre W2 et W3. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la rotation entre W2 et W3? On va écrire le moment fléchissant au niveau de l'extrémité 2. OK. Au niveau de l'extrémité 2, le moment fléchissant, c'est ça. C'est 1, 2, 3. Égal à 0 au niveau de l'extrémité 2. Égal à 0, vous êtes d'accord? Puisque c'est une articulation. Au niveau d'une articulation, ok? Le moment fléchissant est nul. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça marche Oui, pas? monsieur. Très bien. Donc, M de 3 réellement égal à 0. On sait que M de 3 égale quoi? Petit M de 3. Donc, le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur. Donc, dans le nœud 2. Plus, on va multiplier toujours le premier indice par 4E sur 1. Donc, W2 par 4E sur 1. Le deuxième indice, c'est l'indice G. Donc, c'est W3 fois multiplié fois 2E sur 1. Comme vous savez, votre barre n'est pas chargée, pardon. Donc, M2 3 égale à 0. Je sais que M2, grand M2 3 égale à 0. Donc, je trouve quoi, finalement? 2 fois EI sur 1, W3, plus 4 fois EI sur 1 fois W2, égale combien finalement? Égale à 0. Maintenant, je peux trouver une relation entre W2 et W3. Ça, je trouve quoi? W2 égale moins quoi? 0,5 W3. OK? Donc, c'est ça la valeur. C'est ça l'expression, pardon. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer W2. Donc quoi? Dans l'expression de M32 par sa valeur. Donc, je dois remplacer W2 par moins 0,5 W3. Je trouve finalement quoi, s'il vous plaît? Je trouve 1,32 égale 3EX sur 1 fois W3. Donc, j'ai remplacé W2 avec sa valeur, c'est moins 0,5 W3. Donc, moins 0,5 fois 2, c'est moins 1. 4 moins 1, c'est 3. 3EX sur 1 fois W3. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Ça marche pour tout le monde? Très bien. Oui, monsieur. Donc, nous avons trouvé la relation M32 en fonction du W3. On va essayer de trouver pour les autres moments fléchissants. Ok, maintenant pour M34, comme j'explique, M34, donc c'est le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur, plus toujours le premier indice est multiplié fois 4 fois 4, et le deuxième indice, ok, il est multiplié fois 2. Il ne faut pas oublier que pour la barre 4, on est
dans un poteau, on sait que l'inertie égale à 2 fois E, donc il ne faut pas multiplier 4E fois E. 4E fois 2E, ok? Il ne faut pas oublier ça. Ok, très bien. Je sais que la barre n'est pas chargée, donc un petit M34 égale à 0. Maintenant, pour la rotation W4 égale à 0, on est quoi? On est au niveau de l'encastrement. Donc, il ne reste que quoi? Que cette expression. Donc, finalement, M34 égale 8E sur 1 fois W3. Maintenant, pour le calcul de M35, je sais que la barre n'est pas chargée. Donc, si celle-ci, je sais qu'au niveau de l'extrémité 5, la rotation est nulle. Il me reste quoi? Que voilà, cette expression. Maintenant, il nous reste quoi? Le dernier, c'est le calcul de M36. Ok. Pour M36 au niveau de l'extrémité 3, donc je suis là. Donc c'est égal petit M36 plus 4 fois E sur L fois l'indice est toujours, donc W3. L'indice J doit être multiplié fois 2. Ok, très bien. Maintenant, s'il vous plaît, petit M36 égale à combien? Est-ce qu'il égale à 0? Non, monsieur. Elle est chargée, vous êtes d'accord? Nous avons 2 égale quoi? Égale moins que à le carré. Allô, quoi? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit de trouver une relation en fonction de quoi? De W3. Maintenant, pour W6, s'il vous plaît, est-ce qu'il égale à 0? On est là. C'est ça le nom. Est-ce que W6 égale à 0, s'il vous plaît? Non, monsieur. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va trouver quoi? Une relation entre quoi et quoi? Entre W3 et W6. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Pour faire ce quoi? On va essayer de trouver le moment de au niveau de l'extrémité 6. Donc, M6, 3. On sait que on est en présence d'un appui double, donc M6, 3 égale à 0. Ok. Maintenant, pour petit M6, 3 égale à combien, s'il vous plaît? Est-ce qu'il égale à 0? Petit Oui, M6, monsieur, est égal à 0. quoi égale à 0? Quand on fait, C'est limité. voilà, c'est l'extrémité. Ça, c'est un appui double. Pardon, c'est un appui double. C'est un chargement uniformément imparti. Très bien. Cette extrémité M, 6, 3 égale à 0. On va dire petit m, hein, pardon. Petit m, 3, 6 égale à quoi? Moins que L au carré sur 8. Très bien. Donc, cette valeur égale à 0, je peux trouver maintenant une relation entre W3 et W6, puisque le fait que grand M, 6, 3 égale à 0. Donc, M6 égale à quoi finalement? Moins 0,5 W3. Je remplace M6 avec sa valeur égale moins 0,5 W3. Ok? Je trouve finalement quoi? M36 égale petit M36, donc moins Q à le carré sur 8. Plus celle-ci, donc celle-ci plus celle-ci, il nous reste quoi? 3 fois E8 sur L W3. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Est-ce que vous avez une question par rapport au calcul de M36? Confirmez, s'il vous plaît. Ok? Non, monsieur. Très bien. Donc, nous avons trouvé les valeurs, comme vous voyez. Donc, celle-ci, c'est M 3,2. Celle-ci, c'est M 3,4. Celle-ci, c'est M 3,5. Celle-ci, c'est M 3,6. On va faire la somme égale à 0. Donc, le tout, il est en fonction de W3, comme vous voyez, s'il vous plaît. Donc, 3 plus 8 plus 8 plus 3 égale à 22 EI. Donc, 22 EI sur L. OK? Plus moins, s'il vous plaît, moins Q à le carré sur 8 égale à 0. On trouve quoi finalement? W3 égale Q à le carré sur 8 fois L sur 22 EI égale finalement quoi? 3,551 sur EI. Donc, c'est ça notre quoi? Notre inconnu de W3 qui est trouvé. Ok? Donc, c'est ça votre inconnu de W3 et qui est trouvé. Maintenant, le fait que nous avons trouvé W3, on peut trouver facilement W2, puisqu'on sait que W2 égale moins 0,5 W3.
Et on peut trouver W6 qui égale moins 0,5 fois W3. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, nous avons trouvé les rotations. Donc, nous avons trouvé les inconnus de votre problème. Le fait que vous êtes dans une structure année fixe. Donc, vous avez les inconnus que les rotations. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver les moments aux extrémités, s'il vous plaît? Ça marche? On peut trouver les noms? Pardon? On peut résoudre là. Très bien. Donc, par exemple, pour l'extrémité, on commence par la barre 1, 2 pour l'extrémité 1. Donc, M2 égale petit M2 plus 4. Il ne faut pas oublier que 2 fois E, c'est pas E pour les colonnes sur L. WA plus 2 fois E fois 2I sur L fois WT. Je sais que au niveau de l'encasтрement, la rotation est nulle. Donc, W1 égale à 0. Donc, petit M12, c'est égal comme la barre 3,6 moins Q à le carré sur 8. Ok, donc c'est ça la valeur, moins Q à le carré sur 8. Plus 4 fois EE sur L fois W2, puisque 2 fois 2, il ne faut pas oublier ça. Donc je trouve finalement M12 égale moins 32,67 km fois l'heure. Maintenant, cette valeur, s'il vous plaît, M de A égale à combien, s'il vous plaît? À l'extrémité 2. Pour la barre 1, 2, s'il vous plaît. M de A égale à combien? Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? Ça marche? Je vous pose la question. Maintenant, je suis à l'extrémité 2, au niveau de l'articulation. M de A égale à combien? Égal à 0, monsieur, non. Très bien. Parce qu'on continue. Au niveau donc, au niveau de l'articulation. Maintenant, pour M2, 3 égale à combien, s'il vous plaît? M2, 3 égal à 0. Très bien. Donc, M2A égale à 0. M2, 3 égale à 0. Maintenant, s'il vous plaît, pour M32 égale à quoi? Petit M32 plus toujours le premier indice multiplié fois 4 sur L, le deuxième indice multiplié fois 2 sur L. J'ai la valeur de W3, j'ai la valeur de W2, un petit M2 3 égale à 0, la barre n'est pas chargée, donc je trouve finalement M32. Maintenant, pour la barre, pardon, 3, 4, je sais que petit M3, 4 égale à 0. La rotation au niveau d'encasтрement égale à 0. Donc, je peux trouver facilement la valeur de M3 en fonction du W3 qui est trouvé. Maintenant, pour M4, comme nous avons dit, la barre n'est pas chargée, donc égale à 0, petit M4. La rotation au niveau de l'extrémité 4, au niveau de l'extrémité 4 égale à 0, donc je peux trouver M4. Pour M3,5, bien sûr, comme la barre 3,4, la barre n'est pas chargée, l'extrémité 5 égale à 0 au niveau de l'articulation, parce que nous êtes en présence d'un encasтрement, donc je peux trouver la valeur M3,5. Pour M5, 3 s'il vous plaît. Comme si l'autre extrémité, le moment fléchi sont égales à 0, de votre chargement extérieur, M5 égale à W5, pardon, égale à 0. Donc, je trouve M5 3 égale à 2 fois 84. Donc, réellement, M5 3 égale à la moitié de M3 5. Okay. Et M3 6, j'ai la valeur de à votre chargement extérieur qui est égal moins Q à le carré sur 2. J'ai la valeur de W3, j'ai la valeur de W6. Je peux trouver maintenant directement la valeur de M3,6 qui est également 13,48 km par heure. Pour M6,3, s'il vous plaît, on trouve égal à 0. Pourquoi? Je suis présent dans la plus bas. C'est ça la valeur. Maintenant, s'il vous plaît, nous avons trouvé les valeurs de moment fléchissant des extrémités du bas. Ok? Maintenant, s'il vous plaît, pour le tracé du diagramme de M, il faut convertir, donc, comme on a expliqué auparavant. Ok? On prend un exemple, s'il vous plaît, si vous permettez. Maintenant, s'il vous plaît, on prend un exemple de cette barre, on va dire, la barre M3,5. Pour M3,5 égale à 5,68. Et M5,3 égale à 2 fois 84. Ok? M3,5 égale à combien? 5,68
68. M, 5, 3 égale à combien? 2,84. OK. Maintenant, s'il vous plaît. Donc c'est ça. Votre barre, on va dire, 3, 5. Je parle sur celle-ci, là. Celle-ci, elle est là. 3, 5, 5,68. Celle-ci, elle est là. Positif tout le temps en appliquant la convention de C, la méthode de rotation. Maintenant, s'il vous plaît, pour le tracé du diagramme de 1, pour la valeur, pour l'extrémité de gauche, 1, 3, 5, est-ce qu'on va ajouter un signe moins ou non, s'il vous plaît? Pour 1, 3, 5, Non, puisque par rapport à la convention de C, pour l'extrémité de gauche, on garde le même signe. Maintenant, pour l'extrémité de droite, s'il vous plaît, on va changer le signe. Vous êtes d'accord? Le fait qu'elle est positive, il faut ajouter un signe moins. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça marche? Comme vous voyez là, si cette valeur pour l'extrémité de gauche égale à 5,68, puisque c'est ça votre figure intérieure, il faut faire attention, hein. Donc, positif. Maintenant, pour l'extrémité de droite, donc celle-ci, il faut ajouter absolument. Donc, c'est ça la valeur. OK? 2,84. On applique ça, bien sûr, pour tous les barres. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième part. Donc, toujours, l'extrémité de gauche, on garde le même signe. Par contre, à l'extrémité de droite, on va ajouter un signe moins. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Donc, oui, ça marche. comme vous voyez, c'est ça la lettre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, s'il vous plaît, pour tout le monde? Vous pouvez m'écrire sur le chat, hein, pour les gens qui ne peuvent pas. Très bien. Si vous n'avez pas de questions, on va essayer d'écrire l'équilibre des nœuds. Très bien. Donc, c'est ça votre nœud, sur le nœud 3. Maintenant, pour l'extrémité, s'il vous plaît, 3, 6. Donc, 1, 3, 6. Comme vous voyez, le moment fléchissant est négatif. Égal à combien? 13,49. Le fait qu'il est négatif, est-ce que il est orienté dans ce sens ou dans ce sens, s'il vous plaît? Est-ce que dans le premier sens ou dans le deuxième sens? Je vous pose la question. Pardon? Dans le premier Deuxième. Deuxième, très bien. Puisque ça vous fait de l'intérieur, par convention, si le moment fléchissant est positif, lorsqu'il tombe, il fait de l'intérieur. Donc, dans cette barre, c'est ça. Dans cette barre, c'est ça. Dans cette barre, c'est ça. Et dans cette barre, c'est ça. Donc, le fait qu'il est négatif, donc il va être orienté dans le sens inverse. Pour cette barre, il est toujours négatif, 8,13. Pour cette barre, il est positif, comme vous voyez, donc 5,68. Et pour cette barre, il est positif, comme vous voyez, donc 5,68. Maintenant, quand on fait l'équilibre, si vous permettez, est-ce que vous pouvez me donner la somme égale à combien? Donc 5,68 plus 2,13 plus 5,68, donc moins 13,46. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur? La somme égale à combien, s'il vous plaît? Est-ce que vous vous entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. La somme égale à combien? Est-ce que vous pouvez me donner la somme? 5,68 plus 2,13 Non, plus c'est non. égale à combien? On trouve égal à 0. Très bien. Donc, égal à 0. Donc, l'équilibre de nœuds est vérifié. OK. Donc, 5,68 plus 2,13 plus 5,68 moins 13,49, puisqu'il est dans le sens inverse, on trouve égal à 0. Donc, l'équilibre est vérifié au niveau de 2, 3. OK.
Ça marche? Très bien. Maintenant pour le tracé des diagrammes des efforts tranchants, s'il vous plaît. On commence, comme vous voyez, par la barre 1, 2. C'est ça les réactions R1 et R2, comme vous voyez. Maintenant, j'ai le moment fléchissant ici, au niveau de l'extrémité 1 égale à combien? Égale moins 32,67. Je sais que si ça me fait vers l'inférieur, donc il doit être orienté quoi? Dans ce sens. OK? Très bien. Maintenant, quand je fais la somme des moments par rapport au nœud A, s'il vous plaît, je trouve quoi, s'il vous plaît? Vous pouvez me donner l'expression. Quand je fais la somme des moments par rapport au nœud A, égale à quoi? Je trouve quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? Non? Donc, R2 fois cette distance, I5, mètres, plus 32,67, moins 10 fois cette distance égale à 7,5, donc 6,50, fois le bras de pi égale à quoi? Égale à 2,5 égale à 0. Donc, on trouve R2 égale à combien? 18,47. Quand on fait la somme des moments par rapport au nœud 2, on trouve quoi? On trouve RA. OK. Maintenant, quand on fait la somme de RA plus R2, il nous faut trouver combien? Il nous faut trouver la résultante. Donc, c'est 10 fois 5 égale à 50. Donc, c'est le cas que vous voyez. RA plus R2 égale à 50. Maintenant, pour la barre 2, 3, s'il vous plaît. Quand on fait la somme des moments par rapport au nœud 2 égale à 0, je trouve R3, donc 2,13 moins R3 fois la distance qui est égale à 5 mètres. Donc, je trouve R3. Quand je fais la somme des moments par rapport au nœud 3 égale à 0, je trouve R2. Le fait que j'ai pas de chargement extérieur, donc je trouve que R2 plus R3 doit être égal à 0. Comme vous voyez, c'est le cas. Donc, les mêmes valeurs avec elles sont opposées. Maintenant, pour la barre 3, 4, s'il vous plaît. Quand je fais la somme des moments par rapport au nœud 3, je trouve la valeur de R4. OK? Comme vous voyez, les M sont dans les deux dans le même sens. Ça, c'est positif. Ça, c'est négatif. Quand je fais la somme des moments par rapport au nœud 4, je trouve R3. Vous devez, quand vous faites la somme R3 plus R4, vous devez trouver une valeur de 0. OK? Puisqu'on n'a pas de chargement extérieur. Maintenant, pour la barre 3, 5, quand on fait la somme des moments par rapport au nœud 3 égale à 0, on trouve R5. Quand on fait la somme des moments par rapport au nœud 5, on trouve R3. OK? Bien sûr, quand on fait R3 plus R4, on doit trouver 0 parce que j'ai pas de chargement extérieur. Maintenant, il nous reste la dernière barre. Quand on fait la somme des moments par rapport au nœud 3 égale à 0, je trouve R6. Il ne faut pas oublier votre chargement uniformément réparti de 5 km par mètre linéaire. Donc, la résultante 5 fois 5, cette distance, elle est de 5 mètres. 5 fois 5 égale à 10 fois la distance de l'ennemi. Vous trouvez R6. Quand vous faites la somme de moments par rapport au nœud 6 égale à 0, vous trouvez R3. Quand on fait la somme R3 plus R6, on doit trouver cette résultante égale à combien? 5 fois 5, donc 25 km par mètre linéaire. Donc, comme vous voyez, c'est ça les valeurs. Maintenant, s'il vous plaît, en termes de tracé du diagramme de flux, il ne faut pas faire des erreurs ici. Par exemple, quand je prends, s'il vous plaît, la barre 3, 6. Donc, c'est celle-ci. C'est la dernière barre. OK. J'ai cette réaction égale à combien? Cette réaction égale à combien? La première réaction, R3 égale à 15,2. R6 égale 9,2. 15,2. Celle-ci, 9,8. Oui. Comme vous voyez. Maintenant, pour l'extrémité de gauche, celle-ci l'extrémité de gauche et celle-ci l'extrémité de droite. Pour l'extrémité de gauche, s'il vous plaît, est-ce que l'effort tranchant est positif? Par convention de signe, on dit que l'effort tranchant est positif lorsqu'il tourne dans le sens horaire. Je parle convention de signe RDM. C'est pas une convention de signe méthode de rotation. Convention de signe RDM. Méthode de rotation, lorsque l'effort tranchant est vers le bas. OK? Méthode de rotation. Hein. Mais on est dans la convention de signe RDM, puisque le moment fléchissant, il a été tracé en utilisant la convention de signe RDM, puisque nous avons transféré à part les calculs
à partir duquel on utilise la méthode de rotation pour le tracé du diagramme linéaire. Nous avons utilisé la convention de signe R'. S'il vous plaît, pour cette réaction, donc R3, est-ce qu'elle est positive? Positive, pardon, la valeur. Oui, monsieur. Elle est dans la convention de signe R'. Donc, comme vous voyez, elle est positive. 15,2. Maintenant, pour la valeur de 9,8, est-ce qu'elle est positive? Négatif. Donc, le sens positif vers le bas, le sens positif convention de signe R'. Celle-ci, elle est dans le sens inverse. Donc, c'est pour ça on prend ça négatif. OK? Vous devez prendre tout ça pour que les bas. OK? Donc, finalement, c'est ça votre tracé du T. OK? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, par rapport à ça? Ça marche? Pour tout le monde? Vous n'avez pas? Oui, monsieur, c'est clair. Monsieur, toujours تخلط كي هنايا 9.8 Yeah. هما راهي بوزيتيف بصح انت راك درتها جو هنايا اللي ما فات تخلط لي Par exemple, في vous êtes en train de parler sur la valeur de 9,8. وي S'il vous plaît, est-ce qu'elle est positive? La réaction, elle est vers le haut. وي Ou par convention de signe RDM, on dit que le port tranchant est positif lorsqu'il tourne dans le sens horaire. Vous êtes d'accord? وي Le sens horaire, il est comme ça. Il est orienté vers le bas. وي Quand on voit celle-ci, elle est orientée vers le haut. Donc, elle est dans le sens inverse de votre sens horaire. De votre sens horaire. C'est pour ça on va dire que cette réaction, elle est négative. Négative, pardon, la réaction. Donc, c'est pour ça on met moins 9,8. Vous avez compris? داكور Est-ce que vous avez compris? Ça marche? S'il vous plaît, est-ce que ça marche? وي مسيو Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice pour tout le monde? Ok, ça marche? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre attention. Ok?